Le 16 avril 1945, un matin de printemps ensoleillé en Allemagne. Si vous aviez regardé la route sortant de la ville de Weimar, vous auriez vu quelque chose d'étrange. Vous auriez vu un défilé, des centaines de personnes, des hommes en costumes coûteux et chapeaux feutres, des femmes en manteau de fourrure portant du rouge à lèvres et des talons hauts. Ils bavardaient, ils souriaient, certains riaient même. Ils avaient l'air d'aller à une garden party ou à l'opéra. C'était l'élite de Weimar, les riches, les éduqués, l'aristocratie culturelle de l'Allemagne. Mais ils n'allaient pas à une fête, ils marchaient sous la menace d'une arme. Les flanquants des deux côtés se trouvaient des soldats américains, le visage sombre, sale, les doigts sur les gâchettes de leur M1 Garand. Les soldats ne souriaient pas. Ils escortaient ces citoyens distingués en haut d'une colline, appelée Lettersberg, à 8 km de là, vers un endroit dont les citoyens prétendaient ne rien savoir, un endroit appelé Buchenwald. Les citoyens se plaignaient en marchant. « Pourquoi faisons-nous cela ? C'est un scandale. » Mes chaussures prennent la poussière. Ils pensaient que c'était un coup de propagande. Ils pensaient que les Américains exagéraient. Ils croyaient être innocents. Mais le général George S. Patton avait une opinion différente. Il avait vu le camp 2 jours plus tôt. Il avait vu les fours, il avait vu le zoo que la SS avait construit pour son amusement pendant que les prisonniers mouraient de faim. Et il avait décidé que l'innocence de Weimar était un mensonge. Il voulait la briser. Il voulait prendre les gens les plus sophistiqués d'Allemagne et leur frotter le nez dans les égouts bruts de leur propre histoire. Ils disent qu'ils ne savaient pas. Très bien. Emmenons-les en visite. Voici l'histoire du défilé de la honte. C'est l'histoire de comment la capitale culturelle de l'Allemagne est devenue la voisine de l'enfer, et le moment où les sourires ont été effacés des visages de l'élite allemande pour toujours. Pour comprendre l'horreur de Buchenwald, nous devons d'abord comprendre la beauté de Weimar. Weimar n'était pas n'importe quelle ville allemande, c'était l'âme de l'Allemagne. C'était la ville de Goethe, la ville de Schiller, le berceau du mouvement Bauhaus. C'était une ville de bibliothèques, de théâtres et de parcs. Les gens qui y vivaient étaient fiers d'être civilisés. Ils écoutaient Beethoven, ils lisaient de la philosophie, ils croyaient être le sommet de la culture européenne. Et pourtant, à seulement 8 km de là, en haut d'une route pittoresque bordée d'arbres, se trouvait une usine de mort. Le camp de concentration de Buchenwald fut établi en 1937. Pendant 8 ans, il fonctionna juste sous le nez de l'élite de Weimar. Les officiers SS vivaient dans de belles maisons dans les faubourgs. Leurs épouses faisaient leurs courses dans les boutiques de Weimar. Ils allaient aux mêmes concerts. La fumée du crématorium flottait au-dessus de la ville. Les cendres se déposaient sur leurs rebords de fenêtres. Et pourtant, quand les Américains arrivèrent, les citoyens de Weimar dirent les 4 mêmes mots. « Wir haben nichts gewusst » »« Nous ne savions rien ». Ils prétendaient que la fumée venait d'une usine. Ils prétendaient que les hommes maigres travaillant sur le chemin de fer étaient des volontaires. Ils vivaient dans une bulle de déni. Mais le 11 avril 1945, la bulle éclata. La 3e armée américaine arriva. Quand les chars de Patton entrèrent dans la région, la SS s'enfuit. Les prisonniers qui étaient encore en vie prirent le contrôle du camp. Patton arriva quelques jours plus tard. Il avait déjà vu Ohrdruf. Il pensait être préparé. Il ne l'était pas. Buchenwald était immense. 20 000 prisonniers s'y trouvaient encore. Des squelettes ambulants, des hommes qui pesaient 27 kilos, des enfants qui avaient oublié comment sourire. Patton franchit les portes. Il vit le tas de corps dans la cour. Des centaines d'entre eux, empilés comme du bois de chauffage, nus à la peau jaune, les yeux ouverts. Patton était un homme dur. C'était le vieux sang et tripes. Mais cela le brisa. Il écrivit dans son journal « Je ne me suis jamais senti aussi malade de ma vie. Ce n'est pas la guerre. C'est de la folie. » Il regarda les civils allemands dans les champs voisins. Ils labouraient leurs terres. Ils étendaient leur linge. Ils ignoraient l'odeur de mort, qui était si forte que les soldats américains vomissaient. Patton se tourna vers le commandant du camp. « Les gens de cette ville, savent-ils cela ?» Le commandant répondit. « Ils disent que non, général. » Le visage de Patton devint rouge. Il frappa sa cravache contre sa botte. « Ils mentent, dit-il, et je vais le prouver. »
Patton appela le prévôt maréchal. Il donna un ordre qui était unique dans l'histoire de la guerre. Il ne voulait pas seulement le maire, il voulait la crème de la crème. Il ordonna à ses policiers militaires d'aller à Weimar. « Trouvez les gens les plus riches, dit Patton. Trouvez les professeurs, les avocats, les hommes d'affaires, les épouses des politiciens. Rassemblez-en 1000. Les policiers militaires allèrent dans la ville. Ils frappèrent aux portes des grandes villas. Ils entrèrent dans les magasins. Ils dirent aux civils « Vous allez faire une promenade. Mettez vos manteaux. Le général Patton vous invite à rendre visite à vos voisins. » Les Allemands étaient un tas confus. Certains étaient indignés. « Je suis médecin » cria un homme. « Vous ne pouvez pas me donner d'ordre » Le policier militaire pointa simplement son fusil. Commencez à marcher. C'était une vue étrange. Une colonne de 1000 civils bien habillés marchant en haut de la colline. Les Américains conduisaient des jeeps à leur côté pour s'assurer que personne ne s'échappe. L'ambiance parmi les Allemands était légère. Ils bavardaient, certaines femmes arrangeaient leurs cheveux. Ils traitaient cela comme un désagrément, un jeu américain stupide. Ils souriaient aux caméras. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait au sommet de la colline. La marche prit environ 2 heures. Alors qu'ils se rapprochaient du sommet de la colline de Lettersberg, la conversation s'arrêta. Le vent changea de direction et l'odeur les frappa. Ce n'était pas seulement l'odeur de chair en décomposition. C'était l'odeur de mort ancienne, rance, lourde, grasse. Elle collait au fond de la gorge. Les femmes cessèrent de sourire. Elles sortirent des mouchoirs, des foulards parfumés. Elles essayèrent de se couvrir le nez, mais les policiers militaires les poussèrent en avant. Continuez à marcher, pas d'arrêt. Ils atteignirent à Brana la porte principale, la fameuse porte en fer de Buchenwald. L'inscription sur la porte disait « Je dem Dassen, à chacun son dû ». Une cruelle plaisanterie nazie. Les civils franchirent la porte et ils entrèrent en enfer. La première chose qu'ils virent fut les prisonniers, des milliers d'entre eux. Ils se tenaient derrière des barbelés, silencieux, regardant. C'étaient les hommes dont les civils prétendaient qu'ils n'existaient pas. Ils fixaient les manteaux de fourrure et les costumes. Leurs yeux étaient morts. Ils ne criaient pas, ils n'attaquaient pas. Ils regardaient simplement. Et ce regard était plus terrifiant que n'importe quelle arme. Les soldats américains formèrent un cordon. Ils guidèrent les civils vers le premier arrêt de la visite, le crématorium. Dans la cour du crématorium se trouvait une remorque. Elle était empilée de corps, des corps nus et émaciés. Leurs membres étaient enchevêtrés. Leurs bouches étaient ouvertes en cris silencieux. Les civils s'arrêtèrent, la couleur quitta leur visage. Une femme en manteau de fourrure porta sa main à sa bouche. Elle commença à trembler, puis elle cria, elle s'évanouit. Elle s'effondra dans la boue. Un policier militaire américain s'avança. Il ne l'aida pas à se relever. Il la poussa du pied. « Levez-vous, dit-il. Vous n'avez encore rien vu. » Ce fut le moment où le mensonge du bon Allemand fut détruit. Les livres d'histoire adoucissent souvent ces détails. Nous ne le faisons pas. Si vous croyez que la vérité doit être dite, peu importe à quel point elle est laide, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Aidez-nous à garder l'histoire vivante. Maintenant, entrons dans la salle de torture. Les Américains forcèrent les civils à passer devant les corps. Ils les forcèrent à regarder. Si un homme détournait la tête, un soldat lui attrapait le menton et le retournait. « Regardez !» criait-il. « Regardez ce que vous avez fait !» Ils les conduisirent à l'intérieur d'un bâtiment. C'était le laboratoire de pathologie. La SS aimait garder des dossiers médicaux, mais ils gardaient aussi des souvenirs. Sur une table, exposée comme des articles dans une vitrine, se trouvaient les artefacts de la SS. Il y avait 2 têtes réduites, têtes de prisonniers polonais préservées. Il y avait des morceaux de peau humaine tatoués. La femme du commandant, Ilse Koch, la chienne de Buchenwald, aimait les tatouages. Elle ordonnait que les prisonniers avec des tatouages intéressants soient tués pour qu'elles puissent faire des abat-jours avec leur peau. Les civils fixèrent la table. Les hommes en costume pleuraient ouvertement maintenant. Certains vomissaient dans le coin. Patton avait ordonné cette exposition. Il voulait qu'ils voient que ce n'était pas seulement la guerre, c'était de la perversion, c'était le mal. Un officier américain se tenait près de la table. Il parlait parfaitement allemand. Vous dites que vous ne saviez pas ? Ceci a été fait ici, dans votre arrière-cour, pendant que vous alliez au théâtre, pendant que vous buviez votre café.
Les civils n'avaient pas de réponse. Leur déni avait été arraché. Ils étaient nus dans leur culpabilité. La visite continua. Ils virent le petit camp, la zone de quarantaine où les prisonniers étaient laissés à mourir du typhus. La puanteur était si forte ici que même les soldats américains portèrent des masques. Mais les civils n'avaient pas le droit au masque. Ils devaient la respirer. Un ancien prisonnier, un squelette d'homme, s'approcha d'un banquier allemand, bien habillé. Il pointa un doigt tremblant vers lui. « Je me souviens de vous, dit le prisonnier. Je travaillais à la gare. Je vous ai vu, vous m'avez vu. Vous avez détourné le regard. » Le banquier s'effondra. Il tomba à genoux. « Je ne savais pas, sanglota-t-il. Mais personne ne le croyait, pas même lui-même. Au moment où la visite se termina, les 1000 citoyens de Weimar étaient détruits. Ils sortirent de la porte en silence. Personne ne bavardait, personne ne souriait. Le maquillage des femmes était strié de larmes, les costumes des hommes étaient poussiéreux. Ils redescendirent la colline, retournèrent à leur belle ville de poètes. Mais la ville ne leur paraîtrait plus jamais la même. Chaque fois qu'ils regarderaient la colline, ils verraient à l'écor. Quand Eisenhower entendit parler de la visite de Patton, il ne le réprimanda pas. Il étendit l'ordre. Il réalisa que ce que Patton avait fait était essentiel. Il envoya un câble à Washington et Londres. « Envoyez la presse », ordonna-t-il. « Envoyez les membres du Congrès. Envoyez les membres du Parlement. Envoyez les rédacteurs des journaux. » Il voulait des témoins. Il dit de manière célèbre « Les choses que j'ai vues défient toute description. J'ai fait la visite délibérément afin d'être en mesure de fournir des preuves de première main de ces choses si jamais à l'avenir se développe une tendance à considérer ces allégations comme de la simple propagande. » Eisenhower savait que les gens essaieraient de nier l'Holocauste. Il savait que 50 ans plus tard, les gens diraient que cela ne s'était jamais produit. Alors il força les Allemands à être les témoins contre eux-mêmes. L'impact de la visite forcée fut immédiat. Cette nuit-là, de retour à Weimar, la honte fut trop forte pour certains. Tout comme à Ohrdruf, la culpabilité réclama des vies. Plusieurs citoyens éminents qui avaient participé à la visite se suicidèrent dans les jours qui suivirent. Ils réalisèrent que leur culture, leur éducation, leur civilisation n'avaient pas réussi à les empêcher de devenir des monstres. Ils ne pouvaient pas vivre avec le reflet dans le miroir. Patton fut informé des suicides. Il ne célébra pas, mais il ne pleura pas non plus. Il dit simplement « Bien, peut-être que les autres apprendront. » La visite forcée de Buchenwald est un moment que l'histoire ne devrait jamais oublier. Elle soulève une question que nous posons encore aujourd'hui. Combien le citoyen moyen sait-il des crimes de son gouvernement? Les gens de Weimar n'étaient pas ceux qui appuyaient sur la gâchette. Ils n'étaient pas ceux qui ouvraient le gaz, mais ils étaient ceux qui détournaient le regard. Ils étaient ceux qui restaient silencieux. Patton comprit que le silence est complicité. Il comprit que vous ne pouvez pas prétendre à l'innocence simplement parce que vous avez fermé les yeux. Ce jour-là, en avril 1945, il les força à ouvrir les yeux. Et ce faisant, il força le monde à ouvrir les yeux aussi. Les citoyens de Weimar montèrent cette colline en aristocrates arrogants. Ils la descendirent en complices brisés, et le fantôme de Buchenwald les suivit chez eux. L'excuse « nous ne savions pas » est encore utilisée aujourd'hui. Pensez-vous que les citoyens ne savaient vraiment pas ou mentent-ils simplement pour se protéger? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez voir l'histoire de comment les soldats américains se vengèrent des gardiens SS à Dachau, cette vidéo arrive ensuite. Cliquez sur abonnement pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé.